Bienvenue dans le débat de France 24. C'est une page sombre de son histoire que la France a décidé de regarder en face depuis 2006. Chaque année, le pays consacre cette journée du 10 mai à la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Une date qui ne doit rien au hasard. Il y a 20 ans, jour pour jour, le Sénat adoptait le texte définitif de la loi dite Taubira, du nom de la députée Christiane Taubira, loi par laquelle la France devint le premier et seul pays au monde à déclarer la traite négrière crime contre l'humanité. Comment transmettre aujourd'hui cette histoire, faire vivre la mémoire, mais aussi réparer les crimes du passé? Faut-il indemniser les victimes? Auprès de qui? Des descendants d'esclaves eux-mêmes? Après l'émancipation des esclaves, y a-t-il encore des symboles dont il faut s'affranchir collectivement? Des rues ou des monuments à rebaptiser, des statues à déboulonner? On en parle avec ici même à mes côtés Maboula Soumaoro, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université de Tours. Vous avez été membre du Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage, dont les missions ont été reprises par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, également cofondatrice de l'association Black History Month, qui a été créée en 2011 et qui propose chaque année les journées Africana autour de cette date du 10 mai en l'honneur de cette loi Taubira. Je précise également que vous êtes auteur d'un essai autobiographique, Le Triangle et l'Hexagone. C'est paru aux éditions La Découverte l'année dernière, dans lequel vous interrogez l'identité noire ici en France. Merci d'être avec nous. Merci. Également à mes côtés, Doudou Diène, membre du Conseil d'orientation et rapporteur pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la FME, présidée par Jean-Marc Ayrault ici en France. Vous êtes l'initiateur du projet La Route de l'esclave à l'UNESCO. Vous avez été rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, d'intolérance et de xénophobie. Vous avez également travaillé avec Christiane Taubira sur cette fameuse loi qui porte son nom. Également avec nous, Rachel Kahn, juriste, scénariste, autrice, écrivaine. Votre dernier essai intitulé « Racé » est l'occasion d'une prise de distance avec les idées de la pensée dite décoloniale ou bien encore intersectionnelle. On aura l'occasion d'en parler. Merci d'être avec nous, Rachel Kahn. Bonsoir. Également avec nous, Abderrahmane Gaïdé, historien et chercheur sénégalais, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vos travaux portent sur l'histoire de l'esclavage, notamment à travers l'étude d'une région du Sénégal, Kolda, le royaume Peul du Fouloudou. Vous allez nous en parler, mais aussi de la manière dont cette histoire, celle de la traite négrière, est enseignée et débattue aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Mais avant donc d'ouvrir ce débat, voyons exactement de quoi il s'agit. Cette fameuse loi Taubira, le Sénat donc l'adopta définitivement. C'était le 10 mai 2001 et par là même, eh bien, la France reconnut la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'était le 10 mai 2001, 153 ans après son abolition définitive par la France. L'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité par le Parlement. Ce jour-là au Sénat, la rapporteure du projet de loi, Christiane Taubira, savoure ce moment historique. La députée de Guyane a ardemment défendu le texte pendant 2 longues années. Et depuis 2006, le 10 mai est officiellement la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Le Code noir, qui a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles, stipule que l'esclave est un meuble. Cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable, constitue une réparation symbolique, la première et sans doute la plus puissante de toutes. L'autre reconnaissance qu'apporte la loi, c'est une plus grande place dans les programmes scolaires et universitaires en sciences sociales à la traite et à l'esclavage. S'ils ont été enrichis, notamment au collège, en classe de 4e et en lycée professionnel, ces crimes restent globalement moins abordés dans l'enseignement général, selon certains historiens. Mais 2 décennies après la loi Taubira, la réparation politique et mémorielle a gagné du terrain en France et l'ancienne garde des Sceaux se félicite de cette avancée. C'est également la loi qui a créé le Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage. La France, en tant que République, reconnaît qu'elle a participé en tant qu'État, en tant que monarchie, elle a participé à ce commerce odieux et elle lui donne le nom qu'il faut, le statut qu'il faut, un crime contre l'humanité. Reste la question de la réparation matérielle, un casse-tête juridique et généalogique qui divise jusque dans les rangs des associations et descendants d'esclaves. Les années 2000 ont vu naître les premières demandes formelles de réparation, sonnantes et trébuchantes, des revendications matérielles vite évincées dans la loi Taubira.
Doudou Dienon, on va revenir sur ces différents aspects, notamment la réparation, mais sur cette décision à l'époque symbolique et effectivement unique. Vous comprenez que la France fut la première finalement à reconnaître dans son droit l'esclavage comme crime contre l'humanité. Oui, c'est un moment fort et je pense que c'est une étape dans une longue histoire très profonde. Et il faut rendre hommage à Christiane, à sa résilience, son courage politique également. Et donc, le deuxième acte aussi après cela, c'est la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc, la France a mis en mouvement. Et quand je dis la France, ce sont les descendants d'Africains qui ont été esclavagisés. C'est par leur combat que justement, ça a été saisi par les hommes et les femmes politiques et ensuite traduit dans la loi de Christiane et tout ce qui suit après. La France, Maboula Soumaoro, parce qu'elle avait une dette particulière, elle avait beaucoup à se faire pardonner. La France avait autant à se faire pardonner que toutes les nations qui ont été esclavagistes. Donc je ne sais pas si je peux dire plus ou moins, mais en tout cas la France, tout comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark et d'autres puissances européennes se sont toutes investies massivement dans ce commerce triangulaire transatlantique et aussi dans l'océan Indien. Donc la France parmi d'autres. Le texte prévoit, Doudou Diène, une demande de reconnaissance comme crime contre l'humanité, qu'elle soit déposée auprès de différentes organisations internationales. Est-ce que depuis, le temps a fait son œuvre? Vous constatez une évolution ou toujours pas? Il y a eu quand même le sommet de Durban juste après. Oui, non, ça a été parce que j'étais à Durban avec Christiane. C'était la 3e conférence mondiale sur le racisme, la 3e. C'est le seul sujet, le racisme, qui a fait l'objet d'autant de conférences. Et donc, à Durban, qui a été préparé par des conférences régionales partout sur le racisme, a abouti justement à une décision unanime que l'esclavage dans l'océan Indien et transatlantique est un crime contre l'humanité. Donc ça a été adopté au niveau des Nations Unies. Ensuite, il fallait que les États le traduisent dans leurs lois. Et en Afrique, il faut le dire dans cette émission, le seul pays qui l'a traduit dans sa législation, c'est le Sénégal. Les autres pays africains ne l'ont pas fait. Et les autres pays occidentaux, pas encore. Donc la question est encore pendante. Les autres pays africains ne l'ont pas fait et pourtant, Abderrahmane Gaïdé, vous ne cessez de le dire, c'est aussi, et pour l'essentiel, aussi une affaire africaine. Il faut qu'il y ait un regard de l'Afrique sur cette question-là. Parfois, vous avez l'impression d'être dépossédé de cette histoire de l'esclavage quand vous voyez la manière dont elle peut être traitée dans les pays occidentaux comme la France. Merci de me donner l'occasion d'en parler. Mais je crois que il ne faut pas dire que les pays africains n'ont pas reconnu. La Mauritanie a criminalisé aussi, a pris une loi qui criminalise après la France. Attention, on l'oublie très souvent, malgré tout ce qui se passe là-bas autour de l'esclavage moderne. Bon, je crois que ce qui a été fait en France, on doit rendre hommage à Taubira, qui me semble être sur le même chemin que les Aimé Césaire. Il faut qu'on rappelle tout cela, parce que les Aimé Césaire ont toujours revendiqué cette idée, mais sans pour autant que ce soit une revendication sentimentale où on oublie qu'on parle de l'humanité. On ne parle pas de la couleur, on parle maintenant de la récupération de notre humanité perdue à des siècles bien déterminés. Je suis pour les commémorations, mais aujourd'hui, ici, là où je suis, bon, les gens ne commémorent pas. Même si, par ailleurs, ce matin, j'étais obligé d'introduire mon cours par la journée. Parce que tout simplement, j'avais un exposé sur Saint-Domingue et comment Saint-Domingue s'est libéré donc, du joug colonial tout en actionnant justement l'esclavage comme étant un moyen pour sortir de cette phase d'enfance du monde. Voilà. Saint-Domingue, c'est une histoire particulière, celle de Toussaint Louverture, qui fut effectivement destitué. Alors gouverneur, premier gouverneur noir, général noir aussi de l'armée française, destitué par Napoléon. C'est là aussi peut-être une responsabilité française, Maboula Soumaoro, lorsqu'on investit l'histoire. On a eu effectivement il y a quelques jours l'occasion de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon. On a évoqué à cette occasion le rôle de Napoléon dans cette traite et le retour donc, de l'esclavage en France en 1802. De ce point de vue-là, le temps a fait son œuvre. Vous jugez qu'effectivement, c'est l'un des acquis peut-être de la loi Taubira, ouvert en tout cas par cette loi, qu'on puisse aujourd'hui associer le nom de Napoléon à cette question de la traite négrière. Alors ça, c'est une avancée, c'est vrai, mais on pourrait remarquer que ça a pris 20 ans.
La loi Taubira Delanon a été votée en 2001 et même la création du comité pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage a été créée 5 ans plus tard, 5 ans après le vote de la loi. Et là aujourd'hui, avec ce bicentenaire, autour de Napoléon, on va enfin associer Saint-Domingue, c'est-à-dire Haïti, avec l'histoire française. Alors que cette histoire de la perte de Saint-Domingue, qui était décrite comme la perle des Antilles, c'était la colonie française la plus prospère et c'était la colonie française la plus violente et qui s'appuyait totalement sur le travail des esclaves. Donc cette perte de Saint-Domingue a d'ailleurs mené la France et Napoléon à vendre le territoire de la Louisiane aux États-Unis, ce qui a fait doubler la taille des États-Unis en juste une signature. Et donc il y a aussi eu la question des réparations qui ont été versées par Haïti à la France, pourtant vaincue lors de ce conflit. Et donc cette question de la double abolition, c'est-à-dire une première abolition par la Convention en 1794 et ensuite Napoléon qui rétablit l'esclavage, la Martinique qui se place sous la protection du Royaume-Uni, la Guadeloupe qui se rebelle mais qui est vaincue quand même, et la restauration de l'esclavage avec plus tard, 1815, l'abolition de la traite négrière et 1848, la seconde abolition de l'esclavage sous l'initiative de Victor Schœlcher, à l'époque sous-secrétaire d'État, notamment à l'outre-mer. Oui, entre autres. Enfin, il y a Schœlcher, ça c'est le point de vue politique, mais il y a aussi... Le visage, en tout cas, oui. Voilà, le visage politique, bien sûr, et les débats qui ont lieu à Paris, mais il y a aussi toutes les révoltes d'esclaves qui avaient lieu dans toutes ces colonies, en fait. Rachel Kahn, il y a ces deux manières, effectivement, à travers un simple événement historique qu'on a effectivement commémoré ces derniers jours, le bicentenaire de la mort de Napoléon, de voir cette histoire, soit de constater effectivement qu'on a pendant longtemps refusé de porter, en tout cas au débit du bilan de Napoléon, cette histoire coloniale, un certain nombre, et de l'esclavage notamment, un certain nombre d'ailleurs considéraient qu'il n'était pas ni judicieux ni nécessaire de commémorer même le bicentenaire de la mort. D'autres, au contraire, jugeaient que le fait qu'on en ait beaucoup parlé était peut-être le signe qu'on avançait. Quel est votre point de vue à vous ? Moi, je pense, le point de vue, il est mon regard sur l'histoire, et je pense que le regard qu'il faudrait avoir sur l'histoire, c'est que Napoléon, c'est un homme extrêmement complexe, donc comme le rappelait le président de la République dans son discours. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement ce qu'on va faire de cette histoire. Ne pas tenter de prendre des lunettes d'aujourd'hui pour regarder ce qui s'est passé hier, mais on peut quand même saluer le travail de Christiane Taubira avec cette loi qui reconnaît que l'esclavage, en tant que crime contre l'humanité, le symbole est d'une puissance au niveau international incommensurable. Après, l'idée, c'est comment on apprend finalement cette histoire napoléonienne dans son ensemble aux plus jeunes, pour moi. Oui. Ne pas dire on ne va pas du tout en parler, ce serait aussi nier la partie de l'esclavage de cet empire. Donc il faut en parler. Oui. Donc il faut pas faire une célébration comme si tout était merveilleux et que Napoléon était un être merveilleux. Bien au contraire, il faut pointer cette part de lumière, ce qu'il nous a laissé, le code civil, le code pénal, les lycées, le baccalauréat, et de l'autre côté, rappeler ce moment où en fait il rétablit l'esclavage, et surtout rappeler le moment où en fait ce sont les Lumières quand même qui ont pointé du doigt le fait qu'il y avait un problème avec les esclaves, que lorsqu'on travaillait sur l'être humain, on ne pouvait pas considérer que d'autres personnes, parce qu'elles étaient noires ou parce qu'elles étaient d'un statut social différent, étaient considérées comme ça. Il y a un point de vue contesté des historiens sur justement l'héritage des Lumières en matière d'abolition de l'esclavage. Vous-même, si on sort évidemment de l'épisode historique de Napoléon qu'on a beaucoup évoqué ces derniers jours, vous qui vous inscrivez en faux contre des concepts tels que racisé, intersectionnalité et même parfois afrodescendant, est-ce que vous vous considérez, vous, néanmoins, comme la légataire de cet héritage d'une certaine manière ? Est-ce que vous le revendiquez ? Est-ce que vous l'endossez, l'héritage de l'esclavage ? C'est un crime contre l'humanité. Donc, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre pays, quelle que soit notre nationalité, en réalité, c'est l'humanité qui a été soumise à cet esclavage. Le problème qu'on a aujourd'hui, effectivement, et je crois que c'est Doudou Diagne qui le rappelait, c'est que l'ensemble des États ne se sont pas saisis de ça. Et effectivement, si les Lumières ont permis de faire avancer certaines choses, il y a aussi tout le côté sombre des Lumières, mais qui faisait partie d'un contexte
Et c'est ça, en fait, dans cette complexité-là que je pointe. L'idée, c'est de ne pas être ni négationniste par rapport à cette histoire, ni révisionniste. Un combat Voilà. universel, Doudou Diène, si j'entends bien, hein, ce que nous dit Rachel Kahn, qui n'est pas donc seulement le fait aujourd'hui des Noirs, mais en fait de l'ensemble voilà, des hommes et des femmes, finalement. C'est ainsi qu'il faut le porter. Comment l'expliquer dans ces conditions que la France n'ait pas fait davantage d'émules avec cette loi à travers le monde? Je crois que vous touchez là au fond du problème, au problème de la mémoire, au problème des conséquences de l'esclavage, et en quoi la question de l'esclavage est une question qui nous concerne maintenant. C'est-à-dire la question de l'éthique, de la notion d'humanité. Parce que l'acte fondateur de l'esclavage et du racisme, c'est d'exclure l'esclave et le noir de l'humanité. L'exclure de l'humanité. Et donc, l'exclure de l'humanité, le désigner dans le code noir comme un bien meuble, mais littéralement construire intellectuellement par la science sociale, les sciences dites physiques, etc., son infériorité physique et culturelle. Et donc, le combat fondamental des gens qui ont combattu l'esclavage d'une manière très forte sur le plan intellectuel a été à la fois, de dire que les Noirs assument ce qu'ils sont, leur noir, leur négritude, parce qu'ils le sont, mais que leur combat est de dire que cette forme de noir est une dimension de l'humanité. Et donc, l'humanité était l'objectif fondamental. C'est en cela que la notion de crime contre l'humanité est importante, et c'est en cela aussi que même le concept de réparation, il faut le complexifier. Moi, je vois la réparation en 4 points. La première réparation, elle est éthique. C'est ce que Christian a fait et ce que nous avons fait à Durban avec l'ONU. C'est-à-dire de déclarer que c'est un crime contre l'humanité. Ça veut dire que ça ne concerne pas seulement les Noirs, mais tout le monde. Ça, c'est la réparation éthique. Le degré le plus grave de voilà, crime, le plus grave. Imprescriptible en France. Et éthique, donc, ça concerne l'humanité, donc tout le monde. La deuxième réparation est la réparation historique. Parce qu'il faut documenter le crime. Il ne s'agit pas de dire que c'est un crime et de rester assis à regarder les nuages. Le travail de mémoire. Il faut le travail et d'éducation. Le documenter d'une manière précise pour que ce qui est absent des livres d'histoire soit présent. Parce que ce qui caractérise l'esclavage et sa suite, c'est le silence et l'invisibilité. Le silence historique et l'invisibilité de ses victimes. Donc, nous sommes dans un processus qui peut aller donc le plus loin à ce stade. L'invisibilité, Maboula Soumaoro, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on enseigne mieux, effectivement, en France, l'esclavage depuis les lois Taubira? Oui, enfin, la loi Taubira, effectivement, l'un des articles a encouragé les programmes scolaires à insérer ces chapitres de l'histoire dans l'éducation primaire et secondaire. Les sciences sociales aussi ont été poussées, encouragées à étudier ces thématiques. On peut noter la création du CIRESC, le Centre international des recherches sur les esclavages, dès 2006, après les soulèvements de 2005 d'ailleurs, et qui vient de publier hier, donc le 9 mai, en préparation du 10 mai, une banque de données liée à cette histoire de l'esclavage, et donc des statistiques, des essais historiques et aussi des réflexions sur la question des réparations. Donc ça avance, mais ça avance. Une volonté publique. Oui, une volonté publique, mais ça avance très doucement, mais ça avance quand même. Sur ce qu'on entendait, sur le fait que c'est effectivement le patrimoine de tous, un patrimoine commun et partagé. Bien entendu, puisque le racisme, c'est une sorte de déchéance de l'humanité. C'est-à-dire que par les processus de racialisation, on exclut de l'humanité commune un groupe, quelle que soit la raison donnée. Mais je voudrais quand même dire quelques mots sur les personnes qui se sont élevées et qui ont bien sûr écrit ou peut-être même milité, les hommes et femmes politiques qui se sont battus pour l'abolition. Mais n'oublions pas que les premiers et les premières concernés, les esclaves eux-mêmes, par le fait de se révolter, par le fait de rester vivants, par le fait de ne pas se suicider, par exemple, ça tout cela était des formes de résistance, et ce sont eux qui ont donné forme à tous ces principes qui ont été proclamés comme universalistes à partir de la fin du siècle. Ne les dépossédons pas de ce combat historique par une relecture de l'histoire, Abderrahmane Gaïdé, ces premiers révoltés? Bon, écoutez, je crois que j'ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup plus écouté en tant qu'Africain d'ici, et qui démontre justement quelle est la place de l'Afrique dans cette journée, que nous n'avons pas décidé réellement nous-mêmes ici, Africains. Et est-ce que nous avons la même mémoire de l'esclavage dont on parle là-bas?
Moi, cette question, je me la pose en tant qu'historien depuis très longtemps. Parce que ce qui me préoccupe, c'est les séquelles de l'esclavage et l'esclavage lui-même de fait dans les esprits qui existent dans les communautés africaines. Bon, je crois qu'il faut une relecture de l'histoire en notant cette lecture sentimentaliste souvent qui ne nous permet pas d'aller au-delà des constats que nous sommes en train de faire. Et le constat est simple, souvent. Je me demande toujours comment se fait-il que nous soyons au XXIe siècle avec l'intelligence artificielle dont on nous bombarde les oreilles. Comment se fait-il que jusqu'au jour d'aujourd'hui existe au cœur de l'homme la possibilité de ramener l'autre au bas de l'échelle? Ça existe encore. Donc c'est cette question qui doit nous préoccuper. Si nous voulons tirer leçon de l'histoire de l'esclavage, c'est comment se fait-il que depuis toutes ces lumières, toujours persiste chez nous l'animalité? Comment ça se fait que, par exemple, les émeutes de 2005 en France soient automatiquement et organiquement liées à cette histoire traumatique? Moi, je ne veux plus avoir les rapports traumatiques avec mon histoire. Quand j'ai découvert les îles, c'est là que j'ai senti que j'avais une histoire. Et je suis revenu dire à mes étudiants, si vous voulez comprendre vos racines, allez-y en pèlerinage en Guadeloupe, Martinique et dans les îles. Il ne faut pas venir ici. Parce que je crois que la mémoire de l'esclavage dont on parle là, le 10 mai, les populations africaines, je doute si elles ont une oreille pour entendre cette mémoire qui est en train de se faire. Merci. Je ne critique pas. Oui. Mais je crois qu'il y a une chose. On entend votre. Oui. Qu'on reprenne contact. Merci Abderrahmane. Mieux comprendre Taubira, mieux comprendre ceux qui luttent encore pour l'avènement d'un être vraiment désincarné de tout. Merci Abderrahmane Gaïdé, on a largement débordé, mais on souhaitait effectivement vous entendre malgré la communication téléphonique qui rend plus compliqué évidemment les interventions. Merci en tout cas de nous avoir fait partager votre point de vue. On va se retrouver dans moins de 2 minutes pour la deuxième partie du débat. Restez avec nous. Retour au débat de France 24 en ce 20e anniversaire de commémoration ici en France des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, avec toujours à mes côtés Maboula Soumaoro, enseignante-chercheuse à l'université de Tours, avec également à mes côtés Doudou Diène, membre du conseil d'orientation et rapporteur de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, avec également Rachel Kahn, juriste, scénariste, actrice et écrivain et auteur de Racé, paru aux éditions de l'Observatoire cette année. Merci à nouveau à vous trois d'avoir accepté ce débat. C'est un aspect essentiel aussi de ces revendications autour de la mémoire de l'esclavage, l'idée d'un enseignement, mais également d'une réparation historique pour les dommages causés au passé, pour bien sûr les souffrances des esclaves et de leurs descendants. Aujourd'hui, ces mêmes descendants se battent pour obtenir réparation des préjudices subis. Il faut le rappeler effectivement, Doudou Diène, dans le passé, on a indemnisé, oui, mais les propriétaires d'esclaves. Oui, absolument. C'est un point très important. C'est pour dire que la notion de réparation, il faut l'historiciser. La première réparation historique a été celle qui a été accordée aux esclavagistes et qui ont fait un lobbying extrêmement fort pour qu'on les compense de la libération des esclaves. C'est un téléphone qui sonne, ne vous inquiétez pas, mais enfin, on va continuer. C'est un point très important. Oui. Et le deuxième point lié à celui-là, c'est que quand on parle de réparation, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Il ne faut pas que la réparation financière cache la complexité de la réparation. Et donc, je reviens au point que je voulais faire tout à l'heure. Il y a 4 formes de réparation qui sont des processus de déconstruction. La première, je l'ai dit tout à l'heure, la réparation éthique. Ça veut dire que l'esclavage ne concerne pas que seulement les Noirs, mais concerne l'humanité. C'est ça la notion de crime contre l'humanité. La deuxième, la réparation historique. Ça veut dire documenter le crime. Il ne faut pas seulement le dénoncer, mais le documenter. Le troisième, c'est la réparation éducative. C'est celle que Christian a mis dans sa loi, enseigner ce que l'histoire révèle. Et enfin, la réparation sociale, parce que le phénomène qui nous concerne actuellement, et c'est là qu'il faut revisiter la notion de commémoration. La commémoration doit être un acte dans un processus long. Il ne s'agit pas seulement d'un acte ponctuel.
mais un acte qui permette la déconstruction. Parce que l'esclavage a été certainement d'abord une forme matérielle, les bateaux, les chaînes, la violence. Mais la dimension la plus terrible et la plus profonde, c'est la dimension idéologique. C'est là qu'on a construit le racisme anti-noir pour légitimer le racisme, l'esclavage. Et tout ça a imprégné en profondeur toutes les sociétés qui l'ont subi. Et là, pour terminer, il y a un point que je voudrais quand même souligner. Quand on parle de déconstruction, la première déconstruction, c'est la notion d'esclavage. Dans la construction de l'infériorité du noir, on a associé esclaves et noirs. Or, l'esclavage a touché tous les continents, toutes les races, toutes les communautés dans l'histoire du monde. D'ailleurs, le mot esclavage vient du fait que l'endroit où l'Europe s'approvisionne en esclaves, c'est la Slavonie. C'est donc là dans les Balkans. Donc ce n'est pas associé noir, il faut déconstruire entre noir et esclave. Et remonter donc du passé au présent à ce phénomène fondamental que quand on regarde les sociétés issues de l'esclavagisme, on se rend compte que les communautés qui sont marginalisées socialement, économiquement, politiquement, sont les communautés qui ont été victimes de l'esclavage. Et donc, il y a deux cartes qui sont séparées et qu'il va falloir mettre ensemble pour approfondir la déconstruction. Une idéologie, l'inégalité des races, conceptualisée opportunément pour justifier l'exploitation, la traite d'une caste à l'époque dominante sur ce qu'elle considérait comme devant être les dominés. Ça justifie aujourd'hui, Rachel Kahn, d'après vous, ces demandes d'indemnisation de la part des descendants d'esclaves? Déjà, le premier point, et merci Doudou Diène pour cette analyse, cette présentation que je partage à 1000%. L'esclavage est irréparable. Le crime contre l'humanité, les crimes contre l'humanité sont irréparables. Après, vraiment sur la réparation idéologique, symbolique, celle qui m'anime en fait, c'est vraiment que ça concerne l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'humanité qui a besoin d'être réparé. Ça, c'est mon premier point. Même si aujourd'hui, pour moi, il faut vraiment séparer réparation de repentance, de la notion de repentance qu'on entend beaucoup. Et je suis précisément sur cette réparation par rapport à des territoires qui sont français et qui mériteraient qu'on s'attache beaucoup plus à leurs questions, à plus d'égalité, de justice économique, sociale, environnementale, culturelle. C'est un auteur qui rappelait, c'est Frédéric Régent en fait, qui rappelait très justement qu'un livre, par exemple en Outre-mer, c'est aujourd'hui 15%, le prix est supérieur de 15% à un livre acheté en métropole. Ce type de réparation-là, d'égalité territoriale, il est possible de le faire politiquement, par exemple. L'égalité territoriale, mais également l'indemnisation pécuniaire des descendants eux-mêmes? Ah, bah moi, là, on entre dans une complexité sans nom, puisque il y avait bon nombre d'esclaves qui étaient affranchis à cette époque-là, qui étaient affranchis, puis ensuite qui devenaient propriétaires d'esclaves. Toussaint Louverture avait une douzaine d'esclaves à son actif. La population était extrêmement métissée, à la fois en ayant une mère ou un père propriétaire et puis un des parents esclaves et l'autre propriétaire. Et puis aussi, il y a autre chose qu'il faut rappeler par rapport à cette réparation et par rapport à cette tendance qui pointe du doigt en fait les Français par rapport à cette histoire-là, c'est que peu de citoyens français avaient des esclaves aussi. Donc pour moi, la réparation pécuniaire, en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est une réparation sur des politiques spécifiques qui permettraient l'égalité, la justice dans certains territoires. Maboula Soumaoro, parvenir à une équité, voire une égalité territoriale, oui, mais pas forcément revenir sur l'indemnisation des descendants eux-mêmes, dont il est très difficile, nous dit Rachel Kahn, de faire effectivement, de retracer presque généalogiquement le lien avec les esclaves eux-mêmes. Non, en fait, il y a des travaux d'historiens qui ont été menés sur ces questions. La question, par exemple, des anciens esclaves ou des esclaves affranchis qui étaient eux-mêmes propriétaires d'esclaves, c'est une question qui est connue. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs modalités de possession d'esclaves. On pouvait acheter un esclave pour sauver son enfant,
pour sauver son mari ou sa femme. Enfin, vous voyez, il y a donc 2 siècles plus tard, ça rend quand même extrêmement complexe l'appréciation. Ça rend complexe, mais en tout cas, ça ne doit pas laisser de côté les possibilités de réflexion. Tout comme à un certain moment, l'abolition de la traite négrière était inenvisageable. À un moment donné, l'abolition de l'esclavage lui-même était inenvisageable. Donc aujourd'hui, la question des réparations, qui couvre un ensemble de thématiques, ne doit pas systématiquement exclure l'indemnisation financière. Bien sûr qu'il peut y avoir de la réparation symbolique, il peut y avoir de la réparation culturelle, il peut y avoir une remise à niveau et un respect du pacte républicain si l'égalité fait vraiment partie de la devise nationale. Évidemment que la situation des territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer n'est en rien comparable à la situation même des plus pauvres départements de l'Hexagone. Bien sûr que les pays, notamment africains, ou les pays qui sont descendants, enfin qui sont issus des sociétés qui sont liées à cette histoire de l'esclavage et du colonialisme, n'ont rien à voir, sont en inégalité structurelle. Donc pour moi, la question de la réparation est une question très vaste, très complexe et qui implique, tous les termes de cette histoire. Et ce qui inclut également la question économique, puisque comme cela a été rappelé, au moment de l'abolition de l'esclavage, oui, des réparations ont été versées aux propriétaires d'esclaves. Donc à ce moment-là, il n'y a eu aucun doute sur le préjudice financier qui a été subi par les propriétaires d'esclaves. Donc l'esclavage était aussi un système économique qui a bénéficié à certains et qui en a démuni d'autres. Donc cette question doit être posée comme d'autres questions sociales, culturelles, politiques, éducatives. Et voilà. Jusqu'où doivent aller les réparations? Jusqu'où faut-il interroger la mémoire collective? On l'a vu dernièrement avec ces polémiques, ces débats autour des déboulonnages de statues. Faut-il rebaptiser des rues? En Martinique, en plein jour, le 26 juillet dernier, 2 statues sont déboulonnées sur la place de la Savane à Fort-de-France. La première érigée depuis 1859, la seconde depuis 1935. Et à ce moment précis, tous les regards se tournent vers cette petite île française des Caraïbes. Ce n'est pourtant pas la première fois que le malaise de la population face aux grandes figures du passé esclavagiste de la Martinique s'exprimait de cette manière. Voyez le récit de Stéphanie Octavia de Martinique la première. La main de la statue de Victor Schellcher, coupée dans les années 90 à Fort-de-France. La statue de Joséphine de Beauharnais, décapitée le 21 septembre 1991. Une autre statue enduite de faux sang, visage cassé, dans la ville de Schellcher, le 22 mai 2018. En octobre de la même année, des graffitis sur Pierre Belin d'Hénambuc. La question des représentations des grandes figures de la période coloniale et esclavagiste dans l'espace public interroge depuis longtemps la population de Martinique. Récemment, cette réflexion a abouti chez un groupe de militants au déboulonnage de plusieurs statues. D'abord, le 22 mai 2020, les statues de Victor Schellcher à Fort-de-France et à Schellcher. C'est des insultes en fait ces statues-là ici, les statues de Schellcher et de Hénambuc, pour n'en citer que 2. En 1830, Victor Schellcher s'émouvait dans une revue parisienne de la situation terrible des esclaves. Dans la même publication, il se prononçait pour la fin de la traite négrière, mais pas contre l'abolition de l'esclavage. Les nègres, sortis des mains de leurs maîtres avec l'ignorance et tous les vices de l'esclavage, ne seraient bons à rien, ni pour la société, ni pour eux-mêmes. Quelques années plus tard, ce même Victor Schellcher sera pourtant à l'origine du décret du 17 avril 1848 qui met fin définitivement à l'esclavage par opportunisme politique, diront certains. À partir d'un travail historique, on découvre cette révolte à Saint-Pierre. On a donc un certain nombre de précisions sur les conditions de cette révolte. L'abolition de l'esclavage est le résultat de la résistance des esclaves, de leur lutte et également de l'action des abolitionnistes. Autre déboulonnage sur la savane de Fort-de-France le 26 juillet 2020. Joséphine de Beauharnais, ex-compagne de Napoléon Ier, et Pierre Belin d'Hénambuc, le conquérant de 1635, initiateur du massacre des Amérindiens et instaurateur de l'esclavage en Martinique. Pourtant, la municipalité, à travers sa toute nouvelle commission mémoire et transmission, venait de décider de les retirer de l'espace public de Fort-de-France. Elle aura été devancée par les militants. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais il n'y a plus lieu de la voir devant ceci, quoi. Je ne connais pas toute l'histoire, je ne me suis pas beaucoup intéressée, mais je ne pense pas forcément que ce soit la bonne manière d'y répondre ou d'agir. Ça me choque, ouais. C'est tout.
Maintenant, on sait ce qu'étaient ces gouverneurs, les chasses aux nègres marrons, comment ils ont appliqué strictement le code noir ou d'autres législations au moment de l'esclavage. Je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à l'action, simplement. Mettre en place une commission, c'est bien, mais il y a quelqu'un qui avait dit quand on veut noyer une question, on crée une commission. Aujourd'hui en Martinique, beaucoup attendent donc des actions politiques. Ils espèrent aussi que le rôle important des esclaves eux-mêmes sur leur propre libération sera mieux valorisé. Déjà plusieurs monuments du 22 mai, Nègre-Marron, Cap 110 vont dans ce sens. Maboula Soumaoro, il y a ces figures sur lesquelles il y a d'une certaine manière unanimité, dont les noms ou les statuts n'ont peut-être plus la place dans l'espace public. Et puis, il y a ces personnages peut-être plus complexes. Vous avez évoqué le cas de Victor Schœlcher, effectivement, tout à l'heure. Si on se penche sur ses écrits, effectivement, une dizaine d'années avant l'abolition de l'esclavage, les propos semblent effectivement sans équivoque. Pour autant, déjà à l'époque, il était un promoteur de l'abolition, mais progressive. Et sans Victor Schœlcher, il n'y aurait peut-être pas eu d'abolition en 1848 en France. Alors, que doit-on faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on doit parler de toutes ces questions. On doit les étudier sérieusement. Il y a des historiens, il y a des chercheurs qui font le travail depuis longtemps. Il faut s'assurer que ces historiens, ces chercheurs investis dans ces thématiques ont les moyens de mener à bien ces recherches, ont les moyens d'enseigner et de diffuser leur savoir. Et il faut avoir des discussions publiques apaisées et informées sur le sujet, c'est-à-dire sortir des débats politiques stériles, arrêter de parler de la question de repentance qui vient du lexique de la religion et pas du tout de la politique ni de la société, et se pencher sur cette histoire qui est méconnue parce que très mal étudiée, très mal enseignée, et on s'aperçoit que même avec des... Écarter certaines figures au motif que des zones d'ombre subsistent dans leur vie. On pense à Thomas Jefferson aux États-Unis. Enfin, il y a énormément de figures comme ça de l'imaginaire collectif. Il y en a beaucoup. Enfin, Thomas Jefferson est connu pour sa concubine qui était à la fois son esclave, pour le fait de détenir des esclaves aussi. La question, c'est de savoir ce qu'on veut mettre en commun pour cette société, pour cette nation. Et est-ce qu'on peut considérer que depuis la Martinique, puisque là c'est l'exemple qui nous a été donné, il peut être perçu comme assez insupportable, assez offensif de se dire que des personnes qui ont joué un très grand rôle actif dans cette histoire soient célébrées? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un consensus sur des héros, des héroïnes, et même s'éloigner des individus, penser au collectif et savoir ce qu'on veut mettre en commun. Donc moi, ce dont je m'aperçois, je finirai sur ce point, c'est que quand on déboulonne, en tout cas, ça développe et ça enclenche des discussions. C'est votre avis aussi, Rachel Kahn, le déboulonnage ouvre le débat plutôt que le fermer? En fait, ça dépend des situations. Moi, j'étais frappée sur les différents témoignages. Je vous disais que en fait, cette période-là est irréparable et on le sent. Et quand on est aux Antilles ou en Guyane, on le sent très fortement, cette blessure-là, en fait. Et on ne peut pas se mettre à la place des gens qui vivent là-bas. Et effectivement, moi, je ne suis pas une fervente défenseuse du déboulonnage. Mais quand on est aux Antilles et qu'on a des figures effectivement qui ont participé de manière active à la traite, et que nous on est descendants d'esclaves et qu'on va chercher le pain et que tous les matins on fait comme si c'était normal, non, je ne le crois pas. Après, le déboulonnage, il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, c'est vraiment dommage d'être obligé de mettre la pression pour qu'on puisse changer les choses. Aujourd'hui, on est dans tellement de débats, tellement de bruit qu'on n'arrive plus à écouter certaines souffrances et à permettre une effectivité politique rapide. Doudou Diène, votre point de vue sur ces déboulonnages, et encore une fois, peut-être parce que c'est le cas le plus controversé, fallait-il déboulonner la statue de Victor Schœlcher en Martinique? Je crois qu'il faut ramener au point fondamental de l'esclavage, ce qui est le cœur du réacteur de l'esclavage, c'est-à-dire l'exclusion de l'esclave et du noir de l'humanité. Et donc l'esclavage a produit deux systèmes, un système matériel, les bateaux, les plantations, et tout le système matériel d'exploitation, de domination et d'avilissement. Mais il y a tout le système idéologique. Et le système idéologique, c'est d'invisibiliser et de déshumaniser l'esclave par le nom
on efface leurs noms, on leur a donné des noms complètement bizarres, etc., pour qu'ils oublient, les couper de leurs racines, qui n'ont pas de racines. Et tout l'objectif est littéralement d'amener l'esclave à accepter son sort. Et c'est donc toute la construction idéologique, intellectuelle, environnementale, éthique. Et donc, tout l'environnement de l'esclave, les noms des rues, son nom propre, les noms des pays, les noms des continents, par exemple, Amérique latine. Amérique latine, ça n'a pas de sens, l'Amérique du Sud, etc. a eu pour objectif, littéralement, de rendre l'esclave, de l'amener à accepter cette déshumanisation. Et donc, le déboulonnage doit s'inscrire dans ce processus. Et avant le déboulonnage physique, il faut le déboulonnage éthique. Montrer que l'esclavage est une abomination. Ceux qui en parlent ne se rendent pas compte de ce que ça a été. Le déboulonnage intellectuel, déconstruire le système du racisme et de la hiérarchie des races et des civilisations et aboutir à la fin, enfin, dans un environnement démocratique, citoyen, de savoir si on déboulonne physiquement ou si littéralement tout cela va servir à décrédibiliser ces figures qui portent les noms des rues, des statues, des places, etc. Donc c'est un processus et l'objectif est la transformation des sociétés actuelles. Il s'agit de transformer des sociétés actuelles structurées en profondeur par ce système matériel et idéologique. Merci Doudou Diène, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Maboula Soumaoro, ainsi qu'à Rachel Kahn, et puis également avec nous dans la première partie de ce débat, Abderrahmane Ngaïdé. C'est la fin du débat de France 24. Prochain journal dans 8 minutes, restez avec nous.